le bienvenu. Je propose qu'on attend encore quelques minutes pour que tout le monde qui est encore en train d'arriver puisse rentrer dans la chambre. Donc nog enkele minuutjes geduld, zodat iedereen die dat wenst nog binnen geraakt. Oké. Goedemiddag iedereen. We zijn 3:55, dus ik denk dat het inderdaad tijd is om te starten. On est 4h05, donc je pense qu'on peut commencer. Donc pratiquement tout le monde est là, je pense. Dus in naam van Attic wens ik jullie allemaal weer hartelijk welkom op dit webinar. En dit webinar, zeg maar, gaat vandaag over EPB-regelgeving in Brussel. EPB is ons sinds een aantal jaren of meer dan 10 jaar, zeg maar, niet onbekend. En op regelmatige basis wijzigen natuurlijk, zeg maar, de voorschriften eraan. Régulièrement, les prescriptions, ils changent. Et on pensait que c'était l'occasion donc de demander à Monsieur Danlois, donc de BIM, de nous instruire dans les derniers changements et tous les outils qui sont disponibles pour faire face à notre réglementation PEB. Dus we hebben meneer Danlois, die van oorsprong Franstalig is en ook hoofdzakelijk in het Frans zal spreken, maar die zijn slides wel in het Nederlands gemaakt heeft. En die inderdaad ons weer wat gaat wegwijs maken in de laatste wijzigingen in de EPB-regelgeving, zoals die nu in het Brussels gewest, zeg maar, inderdaad van toepassing zijn.
Donc, j'invite Monsieur Danlois de commencer directement, mais bon, d'abord, donc peut-être, bon, le groupe est relativement petit, donc si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez utiliser le chatbox dans le système Zoom, ou sinon, vous donnez un petit cri et alors on essayera de répondre directement ou de réagir directement à vos questions. Dus als u inderdaad zeg maar, vragen hebt, we zijn met een relatief beperkte groep, dus denk ik dat het wel mogelijk moet zijn om direct in te spelen op de vragen. Of mocht u iets niet goed begrijpen, zeg maar in de een of andere landstaal, dan moet u maar een teken geven, dan proberen we daar zeg maar, zo snel mogelijk op te reageren. Je vois que M. Danlois a déjà projeté sa présentation, donc voilà, je lui vois aussi, donc il est prêt. Et je vous invite, M. Danlois, de commencer. À vous la parole. Bedankt voor deze uitnodiging. Merci pour cette invitation. Dus mijn naam is Danlois Christophe. Ik werk voor Leefmilieu Brussel. En ik ben verantwoordelijk voor het departement EPB, technische installatie en plage. Dus binnen Leefmilieu Brussel. C'était à midi et demi. Je voulais juste savoir le numéro, parce qu'en fait j'avais le numéro 45 de la rue Berthelot. Mais il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé apparemment. Voilà, merci. Donc, mon nom est Danlois Christophe, je travaille pour Bruxelles Environnement et je suis responsable du département EPB Installation Technique, Installation Technique PEB, pardon, et plage au sein de Bruxelles Environnement. Dus vandaag zal ik proberen om een soort tweetalige voorstelling te maken van de réglementering. Donc, je vais essayer de faire une présentation plus ou moins bilingue. Mais donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'une ou l'autre langue. Dus ik zal proberen om jullie de wijzigingen van de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling die in diensttreding vanaf 2022 zijn. Donc, je vais vous présenter en fait les modifications qui sont entrée en vigueur en 2022 à la réglementation PEB, chauffage et climatisation. L'objectif est aussi de répondre à une série de questions puisque on reçoit pas mal de questions et donc c'est un sujet qui est assez bouillant pour le moment. Dus wat zal ik vanavond presenteren? Dus eerst ga ik een beetje meer informatie geven over het verbod op het plaatsen van steenkoolapparaten en stooolieketens. Dan zal ik een beetje meer in detail gaan van het wijzigingsbesluit van de EPB-verwarming. Een beetje meer herinnering ook over de reglementering en de erkende professional. En dus dan zal ik de verschillende wijzigingen tonen, dus in verband met de Europese richtlijn energie-efficiëntie, in verband met de EPB-richtlijn en dus de wijzigingen die ten gevolge van de feedback over de reglementering zijn uitgevoerd geweest. En dus daarna zal ik een beetje meer zeggen over de volgende stappen die zullen gebeuren. Donc aujourd'hui, en fait, de quoi est-ce que je vais vous parler? C'est d'abord de l'interdiction de placer des appareils au charbon et des chaudières au combustible liquide. Je vais ensuite vous expliquer l'arrêté modificatif. Donc, il y a un arrêté modificatif qui a été publié pour la réglementation chauffage. Quelques petits rappels sur ce qu'est la réglementation chauffage PEB prévoit aujourd'hui et qui sont les professionnels agréés. Ensuite, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les modifications, donc celles qui sont dues à l'adaptation de la directive européenne efficacité énergétique, celles qui sont dues à la directive PEB et celles qui sont dues au retour d'expérience de la réglementation.
Ensuite, ce que je vais vous expliquer, c'est quelles sont les prochaines étapes. Et alors, évidemment, l'idée, c'est d'avoir un moment de questions-réponses. Mais bon, si vous souhaitez déjà réagir, il n'y a pas de souci. Étant donné, comme on vient d'expliquer, c'est qu'on est encore à un nombre où c'est possible de le faire. Donc, ici, il y a une ordonnance qu'on a appelée l'ordonnance climat, qui est en fait une modification du COBRAS, qui a été publié le 17 juin 2021. Et en fait, cette ordonnance, elle prévoit notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment, mais elle prévoit notamment 2 interdictions. Donc, à partir du 1er septembre 2021, eh bien, il ne sera plus autorisé de placer des appareils de chauffage des locaux et de production d'eau chaude sanitaire alimentés par du charbon. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Et donc, à partir du 1er juin 2025, il y aura donc une interdiction de placer des chaudières au combustible liquide avec la possibilité de prévoir des exceptions. Notamment, on pensait en fonction de l'avis du SIAMU. Donc, attention, dus opgelet, op dit ogenblik is het een verbod om te plaatsen, dus voor het plaatsen, maar het is niet een verbod om deze toestellen te gebruiken. Dus dat is nog niet het geval. Ik wil niet zeggen dat het niet, het zal nooit het geval zijn, maar tot nu toe is het gewoon een verbod om voor de plaatsing van deze toestellen, maar niet voor het gebruik. Donc, ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs, on m'avait demandé de parler un petit peu de ça, donc il y a toujours des primes, en fait, qui sont prévues pour le placement des pompes à chaleur et pour le placement, notamment, des chaudières gaz à condensation. Et en plus, ces primes prévoient ce qu'on appelle un bonus pour remplacer des appareils au charbon ou pour remplacer des chaudières au combustible liquide. Alors, il y a aussi une autre information que je souhaite donner, c'est que, bon, il y a très peu d'appareils au charbon à Bruxelles. Donc, je veux dire, pour le moment, cette introduction, la première introduction de placer des appareils au charbon, elle est plutôt un signal, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de dire que le charbon, donc, c'est quand même un combustible fossile. La région de Bruxelles-Capitale souhaite sortir progressivement des combustibles fossiles. Et donc, c'est une première étape de toute une série d'étapes qui vont arriver. La deuxième chose qui est intéressante à savoir, c'est que pour l'interdiction de placer des chaudières au combustible liquide, il s'agit pour le moment d'une interdiction générale qui n'est pas, en fait, qui doit encore être concrétisée dans un arrêté. Donc, c'est-à-dire qu'il faut encore préciser quels seront les contrôles, quelles seront les sanctions, quelles seront les exceptions, quel sera l'accompagnement aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va encore être discuté. Mais donc, de manière générale, à ce stade, il y a donc une interdiction générale de placer des chaudières au combustible liquide. Il y a des exceptions qui sont envisagées, mais il n'y en a aucune qui est formulée pour l'instant. Donc, il n'y a pas encore d'exception. Donc, il y a encore une série de choses qui sont à l'étude pour l'instant et on a encore un tout petit peu de temps avant de préciser exactement quelles seront ces exceptions. Voilà, dus in het kort voor de Nederlandstaligen. Het is tot nu toe wat betreft het verbod om verwarmingsketen te plaatsen die op vloeibare brandstof werken. Het is gewoon tot nu toe op niveau van een ordonnantie. On est au 8, mais dans la deuxième salle de réunion, là, we zijn nu op niveau van een ordonnantie, dus dat moet nog geïmplementeerd worden in een besluit. Onder andere moeten wij nog al die uitzonderingen
melden. En we moeten ook zeggen wat zullen de controles zijn, de sancties en wat gaat ook uitgevoerd worden om de transitie te vergemakkelijken voor onder andere de mede-eigendom. Dus pour les copropriétés, c'est notamment un des problèmes qu'on doit encore résoudre, c'est la transition pour les copropriétés. Alors, je vais vous parler donc ce qu'on appelle l'arrêté modificatif. Donc, c'est un arrêté qui a été publié le 30 septembre, qui a été adopté le 30 septembre 2021 et qui entre en vigueur le 1er janvier 2022. Donc, il vient d'être en vigueur. Vous avez la primeur, vous avez les dernières informations. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cet arrêté modificatif? C'est essentiellement parce qu'il y a eu des changements dans la directive EED, donc qu'on appelle directive efficacité énergétique. Donc, je vous ai mis là les numéros des directives, donc les références de directives. Et la deuxième raison pour laquelle il y a eu un changement, c'était en fait les changements dans la directive PEV. Donc, il faut savoir que ça va continuer. Donc, les directives efficacité sont encore, la directive efficacité énergétique et la directive PEV sont encore en cours de révision et qu'il y aura sans doute encore des évolutions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les trois régions, donc la région Bruxelles-Capitale, ont un plan pour améliorer la qualité de l'air, également pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y aura certainement encore d'autres modifications qui vont arriver dans les années qui viennent. On essaie évidemment de faire la transition de la manière la plus soft possible, mais donc, voilà, c'est une étape parmi plusieurs étapes qui vont arriver. Alors, il y a eu une autre raison pour laquelle on a profité de cette modification pour rajouter encore d'autres modifications, c'est qu'on reçoit régulièrement des feedbacks de la réglementation et donc on avait incorporé tous les feedbacks lors de la révision en 2018 qui est entrée en vigueur en 2019. Et bien depuis, on a encore eu d'autres feedbacks qu'on a donc incorporés dans la réglementation. Voilà. Excusez-moi, juste une petite question. Donc, du coup, l'arrêté PEB, ça c'est la modification, ça a lieu dans toute l'Union européenne, alors, pas uniquement en Belgique, alors. C'est ça, oui, la logique qui est derrière? Donc, c'est donc une cascade. Donc, l'ensemble des pays européens sont soumis aux directives européennes. Alors, il y a des directives européennes qui sont directement applicables, notamment sous la forme de règlements. Donc, un exemple, vous avez la réglementation éco-conception qui définit comment est-ce qu'il faut produire certains appareils, enfin, quelles sont les caractéristiques qu'ils doivent avoir. En fait, ça, ce sont des règlements qui sont directement applicables sur l'ensemble des pays européens. Et puis, vous avez des réglementations qui doivent être implémentées dans le droit de chaque pays. Et ça fait notamment, c'est notamment la directive PEV. Donc, la directive PEV, elle donne des directives et chaque pays doit implémenter cette réglementation. Donc, l'ensemble des pays sont concernés. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des pays vont faire exactement la même chose que ce qu'on a fait nous. Mais ils doivent en fait suivre et ceux qui vont écrire dans leur réglementation doivent correspondre à ce qui est demandé par la directive. Donc oui, tout le monde est concerné. En Belgique, en tout cas pour la partie PEB, en fait, c'est régionalisé. Donc, c'est dans les 3 régions que ça va être implémenté. D'accord. Merci. Dus een kleine herinnering van de reglementering, dus de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatering in 2021. Dus sinds 1 januari 2019 werden dus het deel verwarming en het deel klimaatregeling samengebracht. En we hebben
We hebben dus 2 besluiten laten publiceren. 1 over de handeling en 1 over de eisen. Donc, la réglementation chauffage, climatisation PEV a été groupée depuis le 1er janvier 2019 et il y a 2 arrêtés qui la composent. Il y a un arrêté qui définit les actes et il y a un arrêté qui définit les exigences techniques. Et donc, cette réglementation, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit des exigences PEB, des exigences qui visent la performance énergétique des installations et la sécurité des installations techniques. Elle prévoit aussi des actes réglementaires et elle prévoit des agréments pour les personnes qui vont mettre en place et contrôler ces actes réglementaires. Alors, jusqu'à fin 2021, la réglementation concernait donc les chaudières à combustible gazeux et combustible liquide. Donc, combustible liquide, on pense principalement au mazout. Le gaz, on pense principalement au gaz naturel qui est distribué à Bruxelles. Mais bon, ça concerne également les autres combustibles gazeux comme le propane, le butane, tous les combustibles en fait, qui sont gazeux à température ambiante et à pression atmosphérique. Elle concerne également, jusqu'à fin 2021, tous les chauffe-eau, y compris les chauffe-bains, et les systèmes de climatisation qui ont plus de 12 kW. Et là, on parle de puissance frigorifique. Voilà, donc ça, c'est l'image qu'on a fin 2021. Donc, je vais vous expliquer quels sont les changements. Il y a eu des changements au niveau du champ d'application. Donc ça, je vais expliquer dans quelques instants. Dus in het kort, de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling betreft alle gas- en stookolieketens, de waterverwarmingstoestellen op gas en alle klimaatregelingssystemen van meer dan 12 kilowatt. En hier spreken wij van kilowatt cool. Voilà, wat zijn de verschillende handelingen en de erkende professionnels? Donc, on a différents actes réglementaires qui sont prévus. Il y a le contrôle périodique des chaudières et des chauffe-eau qui doit être réalisé par un technicien chaudière PEB. Donc, en néerlandais, c'est un EPB Verwarmingstechnicus. On a la réception des systèmes de chauffage qui doit être réalisé par un conseiller chauffage PEV de type 1 ou de type 2. Donc, en néerlandais, c'est un EPB Verwarmingsadviseur, type 1 of 2. On a le diagnostic des systèmes de chauffage qui doit être réalisé par un conseiller chauffage de type 2, puisqu'il ne concerne plus maintenant que les systèmes de chauffage de type 2. En néerlandais, c'est un EPB Verwarmingsadviseur type 2. On a le diagnostic des systèmes de climatisation qui concerne, donc, qui doit être effectué par un conseiller climatisation PEV. En néerlandais, c'est EPB Klimaatregelingsadviseur. Et alors, on a actuellement en vigueur un programme minimum d'entretien des systèmes de climatisation. Pour ça, il n'y a plus d'agrément, mais il y a donc un certificat qui est directement délivré par le centre de formation pour surveiller en fait ce programme minimum. Ça ne veut pas dire que toute société ne peut pas le mettre en œuvre, mais ça veut dire qu'en fait, il doit y avoir une surveillance de la mise en œuvre de ce programme par une personne qui a un certificat sur une formation, sur ce programme minimum d'entretien. Dus er is ook een minimaal programma voor het onderhoud van klimaatregelingssystemen en dit moet opgevolgd worden door iemand die een opleidingscertificaat heeft, maar er is geen erkenning gevraagd voor deze opvolging.
Voilà, quelles sont les personnes qu'on a consultées lors de la rédaction de cet arrêté modificatif. Donc, il y a des personnes du secteur du chauffage, il y a des spécialistes, donc des experts en technique spéciale, il y a des fabricants de calorifères qui ont été consultés. On a également consulté des sociétés qui font de la répartition des frais. Et bien sûr, on a consulté nos homologues des autres régions et des autres divisions de Bruxelles Environnement. Voilà, je vais rentrer dans le détail des modifications. Donc, une des premières modifications qui a été faite, c'est que, toutes les modifications qui sont liées à la directive efficacité énergétique, la première modification qu'on a faite, c'est que dorénavant, il faut donc la possibilité de lire à distance. Donc, les compteurs qui sont remplacés dorénavant par unité PEV devront pouvoir être lus à distance. Et donc, ça, en fait, c'était déjà l'application pour tous les autres compteurs qui étaient prévus par la réglementation chauffage PEV, donc notamment ceux qui se trouvent en chaufferie, mais c'est dorénavant également demandé pour les compteurs par unité PEV. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé par la directive efficacité énergétique. Et alors, à partir de 2027, c'est également la directive qui le demande, tous les répartiteurs de frais, donc c'est quoi les répartiteurs de frais? C'est essentiellement les calorimètres qu'on place sous l'aérateur. Eh bien, tous ces répartiteurs doivent également pouvoir être lus à distance. Donc ici, en fait, c'est vraiment ce qui est demandé, c'est l'équipement qui est placé sur le compteur ou sur le répartiteur. Donc, il doit avoir une option pour pouvoir le relever à distance. Ce n'est pas, en fait, réellement de prouver qu'on les relève à distance. Ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment que l'équipement doit pouvoir le faire. Donc, cette modification, elle a fait l'objet d'une analyse coût-bénéfice. Dus deze wijziging is gebaseerd op een analyse van kosten, dus het was een kosten-batenanalyse. En dus er zijn twee belangrijke punten. Eerst, dus alle meter per EPB-eenheid moeten op afstand kunnen gedeeld worden. Dus je moet een optie hebben op de meter zelf om dat te kunnen doen. En in 2027 moet alle kostenverdeler ook op afstand kunnen gelezen worden. Voilà, il y a une autre modification. Vous allez voir, il y a pas mal de modifications dans le texte, mais ça ne change pas énormément. Donc, on a reformulé en fait l'exigence de comptage par unité PEV. En fait, c'est suite à une analyse juridique. Ça ne correspondait pas exactement à ce qui était écrit dans la directive. Mais en réalité, pour la plupart des professionnels, ça ne va pas changer grand-chose parce que c'est un changement sur la forme, mais pas sur le fond. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dorénavant, la règle, c'est toujours le placement de compteurs. Dus de regel is altijd het plaatsen van meter. Mais il y a donc des exceptions qui sont prévues pour les répartiteurs. En fait, il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle, nous, une culture du répartiteur, c'est-à-dire que les répartiteurs sont bien implémentés à Bruxelles et que donc, la manière dont c'est écrit, c'est que la règle, c'est le placement de compteurs et quand on ne peut pas, on place des répartiteurs. Et en réalité, on s'est adapté au contexte bruxellois. Et donc, voilà, dans les faits, ça ne change rien. C'est simplement la manière dont c'est formulé qui est différente. Donc, on a précisé dans quel cas c'était considéré comme étant infaisable. En fait, ce n'est pas réellement infaisable, c'est la directive efficacité, elle parle de rapport coût-bénéfice. Et donc, on a précisé dans quel cas le rapport coût-bénéfice était défavorable. Et il y a donc dans l'arrêté, maintenant, il y a une possibilité pour le ministre de rajouter des exceptions pour l'infaisabilité. Donc,
En quoi est-ce que ça peut être utile? C'est que quand on doit faire passer un arrêté ou une ordonnance, donc un arrêté du gouvernement, la Bruxelles-Capitale ou une ordonnance, eh bien, le parcours législatif est assez long, tandis que là, en fait, ça dure, on va dire, maximum 3 mois pour pouvoir rajouter l'une ou l'autre exception si elle s'avérait pas intéressante du point de vue économique. Alors, une grosse nouveauté, c'est qu'il y a une exigence d'automation et de contrôle pour les bâtiments tertiaires. Alors, quelles sont les conditions? C'est que ce sera à partir du 1er janvier 2025. Donc, à partir du 1er janvier 2025, tous les bâtiments qui ont un système de chauffage ou un système de climatisation dont la puissance dépasse 290 kW, donc ce n'est pas la somme des puissances des deux systèmes, c'est l'un ou l'autre qui dépasse 290 ou les deux, eh bien, si il y a plus de 50% de la surface qui est occupée par du non résidentiel, il faudra en fait prévoir une supervision. Les caractéristiques sont écrites dans nos syllabus, enfin pas toutes les caractéristiques, mais je veux dire les caractéristiques minimales qu'il faut pour que ce soit considéré comme une supervision qui répond à la directive PEB. Mais donc voilà, donc il y a encore un peu de temps, mais donc à partir du 1er janvier 2025, dus vanaf 1 januari 2025, alle gebouwen die meer dan 50% van de bediende oppervlakte zijn door niet-residentiële EPB-eenheden en die hebben een verwarmingssysteem of een klimaatregelingssysteem met een vermogen van meer dan 290 kilowatt, moeten uitgerust worden met een supervisie of een gebouwbeheersysteem. Et la condition de 290 kW, c'est pour le chauffage seul, la clim seule, ou bien c'est le total des deux? C'est bien le seul. C'est-à-dire qu'il faut que soit le système de chauffage fasse plus que 290 kW, soit le système de climatisation, ou les deux, mais ce n'est pas la somme des deux systèmes. Donc, ce n'est pas si vous avez un système de 150 kW en clim et un système de 150 kW en chauffage. C'est vraiment, il faut que soit le système de chauffage fasse plus que 290 kW, donc c'est la puissance totale de production, puissance utile, soit le système de climatisation fait plus que 290 kW. Alors les 200 kW, en fait, ça a été choisi par la directive. Nous, on n'a pas revu ça parce que c'est un seuil sur lequel les 3 régions sont d'accord. Cette exigence va être appliquée dans peu de temps dans les 3 régions. Donc, ce sera écrit, en tout cas, on s'est mis d'accord avec nos homologues wallons et flamands pour que ce soit écrit de la même façon dans les 3 régions. On a réussi. Alors, excusez-moi, je me permets de revenir sur les compteurs. L'exigence du comptage est applicable sur toutes sortes de bâtiments et toutes sortes de puissances ou uniquement au tertiaire? Donc, l'exigence de comptage, elle est quand même assez large. Donc, l'exigence de comptage, à partir de 100 kW, donc pour le chauffage, eh bien, il faut avoir un compteur de l'énergie thermique, il faut un compteur de combustible qui alimente les chaudières. Donc, ça, c'est à partir de 100 kW. À partir de 500 kW, il faut un compteur d'énergie thermique transmise à l'eau de chauffage. Et alors, il faut des compteurs par unité PEV quand il y a un système qui distribue plusieurs unités PEV. Il y a une infofiche, on enverra les liens par la suite, mais donc il y a une infofiche qui reprend un tableau avec tous les compteurs qu'il faut en fonction des puissances. Et en effet, ici, pour le comptage, on ne fait pour le moment pas la différence entre tertiaire ou pas. La différence, elle vient d'arriver, c'est avec la supervision. Donc, la supervision, elle vise principalement les bâtiments tertiaires, à ce stade en tout cas. Donc, tous les bâtiments équipés de compteurs gaz anciens devront soit être équipés d'un relevé de comptage
automatisé ou changer de compteur, ou c'est ça en fait où je veux… Non, donc les compteurs de gaz sont autorisés. Donc le compteur de gaz du distributeur est autorisé tant qu'on ne dépasse pas 500 kW. On peut utiliser le compteur de gaz du distributeur. Enfin non, les compteurs de gaz du distributeur, il est tout le temps autorisé. Mais en fait, il doit être dédié aux chaudières quand on dépasse 500 kW. Il aura un compteur dédié aux chaudières. Et en dessous de ça, en fait, il peut être utilisé tel quel et ne pas être dédié uniquement aux chaudières. Donc, ça peut reprendre des cuisines ou des choses comme ça, donc il n'y a pas de souci. Non, je vous rejoins sur ce point, mais est-ce qu'il doit être équipé de… Parce qu'en fait, tous les compteurs gaz ne sont pas équipés d'un relevé de transfert automatisé. Non, donc c'est parce qu'ici, en fait, j'ai expliqué l'exigence qui vient de se rajouter, c'était le comptage par unité PEV. Donc, les nouveaux compteurs par unité PEV devront être équipés d'un relevé automatique. Et en fait, dans l'idée, évidemment, ici, je pourrais faire presque un séminaire juste sur l'exigence de comptage, c'est que l'exigence de comptage, quand c'est le compteur du GRD, donc du distributeur de gaz, eh bien, on accepte que ce ne soit pas équipé d'un relevé automatique. Ah, ok, parfait. Merci. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas, si vous allez sur la page chauffage PEV, si vous tapez donc chauffage PEV dans un navigateur, dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur la page et il y a en fait une infofiche qui reprend tous les compteurs, qui explique dans quel cas il faut quel compteur. Ici, ça va être un peu court pour moi de présenter dans les détails, mais donc tout ça c'est expliqué et les exceptions notamment quand c'est le compteur du GRD qui peut être autorisé ou pas. Voilà. Je pense que ça va être un peu difficile pour moi de rentrer dans les détails de cette question-là, mais il y a vraiment un tableau qui reprend tous les compteurs qui sont demandés pour répondre aux exigences de la directive PEV. Est-ce qu'on peut peut-être faire, je peux peut-être demander à mon collègue Nicolas de mettre dans le chat le lien. C'est déjà fait, Christophe. Ah, pardon, voilà. Très bien. Ben voilà. Donc, comme ça, vous avez l'information sur tous les compteurs. Voilà, merci. Je vais continuer. Donc, een andere aanpassing in verband met de EPB-richtlijn is de toevoeging van niet-omkeerbare warmtepompen dus in het toepassingsveld. Donc, il y a un changement assez, je vais dire, important sur les mots, mais pas tellement important au final. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, la directive PEV prévoit d'étendre les contrôles aux pompes à chaleur non renouvelables, non réversibles, pardon, non réversibles. Donc, à l'heure actuelle, dans l'argumentation climatisation, il y a déjà les pompes à chaleur qui sont réversibles. Maintenant, ce qui est ajouté, c'est les pompes à chaleur qui ne sont pas réversibles de plus de 12 kW thermiques. En soi, il y a quand même énormément de systèmes à Bruxelles qui sont réversibles. Donc, on est en train d'investiguer le nombre de systèmes que ça peut représenter. Alors, la notion de réversibilité, elle va peut-être vous surprendre. C'est que ce n'est pas uniquement au niveau de l'appareil. Donc, il ne suffit pas que l'appareil soit et une vanne 4 voies, par exemple. Il faut réellement qu'il y ait un transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment et inversement. Donc, il faut que ça se passe dans les deux sens pour qu'elles soient considérées comme réversibles. Donc, c'est vraiment au-delà de la machine, c'est vraiment le système qui doit être regardé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc, si vous avez, moi je prends par exemple le bâtiment de Bruxelles Environnement, si vous avez un groupe frigo qui, évidemment, lui, ne fonctionne toujours dans le même sens, entre guillemets, mais que derrière, vous avez des circuits qui permettent d'utiliser une fois le chaud, une fois le froid, et de renvoyer le chaud et le froid vers l'extérieur du bâtiment, c'est considéré comme un système réversible. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont réversibles à Bruxelles. Mais donc ici, le champ d'application a été étendu aux pompes à chaleur non renouvelables. Dus dat wil zeggen dat het echt de warmte moet van binnen naar buiten gaan en ook van buiten naar binnen. Dus dat is niet alleen, dat gaat niet alleen op het toestel zelf, dat gaat ook echt op het systeem. Kan het systeem
warmte naar buiten te voeren en vanuit buiten in het gebouw injecteren. Dat moet echt op niveau van het systeem bekeken worden. Alors, il y a, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les exigences qu'on appelle les exigences système, entre guillemets, on fait la distinction entre les exigences appareils et les exigences système. En fait, les exigences système vont être étendues aux systèmes qui comprennent des pompes à chaleur non réversibles. Donc, c'est quoi? C'est les exigences relatives au calorifugage, à la régulation, aux mesures, la note de dimensionnement, etc. Il y a une nouvelle exigence qui a été ajoutée. En fait, c'est le fait qu'on va demander la présence d'un rapport de mise en service des pompes à chaleur. Alors, pour ceux qui connaissent vraiment très bien la réglementation, en fait, il y a déjà une exigence de rapport de mise en service dans l'arrêté du programme minimum d'entretien, mais c'est pour les installations de réfrigération et ça n'est pas contrôlé pour le moment. Et donc, dorénavant, en fait, on va préciser le contenu du rapport de mise en service et il faudra en fait vérifier qu'il y a bien un rapport de mise en service qui a été complété lorsqu'on fait la réception ou le diagnostic d'une pompe à chaleur, qu'elle soit réversible ou non. Alors, le ministre peut préciser le contenu. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'on va soumettre un contenu. Mais en attendant que ce contenu soit validé, eh bien, on peut utiliser les modèles qui sont fournis par quand même un bon nombre de fabricants. Excusez-moi, j'ai une petite question pour les pompes à chaleur, pour le diagnostic PEB chauffage, étant donné que la réglementation stipule que le combustible est soit gazeux, soit liquide. Et ici, vu que c'est de l'électricité, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là ou... Donc ici, en fait, les pompes à chaleur qui rentreront, parce que tout ça, pour le moment, c'est pas effectif, j'expliquerai après, parce qu'on n'a pas encore de programme qui permette de faire ce contrôle-là. Mais donc, les pompes à chaleur concernées, c'est celles qui seront non réversibles. Alors, elles peuvent être alimentées, enfin, le moteur peut être électrique ou ça peut être un moteur gaz. Donc, il y a pas c'est assez rare sur les bâtiments d'avoir des pompes à chaleur avec un moteur gaz. Mais donc, il n'y a aucun souci que ce soit électrique, puisqu'en fait, donc, le champ d'application est étendu et en effet, ça reprend l'électricité pour les pompes à chaleur et les installations de réfrigération. Donc, il va y avoir des modifications. C'est déjà écrit, en fait, les modifications. Ah, OK. Donc c'est les outils qui... Le vecteur électrique, il est repris pour les pompes à chaleur, qu'elles soient réversibles ou non. Il n'y a pas de souci. C'est juste au niveau des chaudières, il faut que la chaudière soit alimentée par un combustible gazeux ou liquide. Il existe, pourquoi en fait on doit spécifier des choses comme ça? Parce qu'il existe des chaudières électriques qu'on appelle des chaudières électriques, et il existe des chaudières, par exemple, il y a une chaudière qui s'appelle la chaudière pulsatoire, et bien ça, par exemple, ça ne rentre pas dans le champ d'application. Mais moi, je n'en connais pas à Bruxelles. Donc, voilà. Le champ d'application, en fait, juste pour expliquer, c'est qu'il s'adapte à la directive PEB, forcément, mais il s'adapte aussi au parc de bâtiments et au parc donc, des installations techniques à Bruxelles. Donc, ça va évoluer dans le temps. C'est pour ça que de plus en plus, nous, on parle d'une réglementation sur les installations techniques. Parce que ce sera en fonction de ce qui va être installé en région Bruxelles-Capitale. Voilà, donc il y aura donc des axes qui seront prévus pour les pompes à chaleur non réversibles de plus de 12 kW. Donc, je rappelle que pour les pompes à chaleur réversibles, à l'heure actuelle, il y a déjà un diagnostic CLIM qui est prévu. Et pour les pompes à chaleur non réversibles, on prévoira donc une réception lors du placement du générateur et un diagnostic qui sera assez similaire au diagnostic climatisation, c'est-à-dire qu'il y aura principalement des contrôles des exigences système, ce seront les principales. Alors,
l'astuce, parce qu'on a dû discuter pas mal avec le secteur pour essayer de trouver donc comment faire. Donc qui pourra effectuer ces actes, ce seront les conseillers chauffage PEV de type 2 et ce seront des conseillers climatisation PEV lorsque la production ne comprendra que des pompes à chaleur. Bon, il se trouve qu'il y a pas mal de conseillers climatisation qui sont également conseillers chauffage. Donc voilà, donc on va certainement faire quelque chose pour que ce soit assez simple et que ce soit un acte combiné. Een andere aanpassing in verband met de EPB-richtlijn is de uitbreiding van toepassingsveld aan de gecombineerde ventilatiesystemen. Dus momenteel een systeem komt in de toepassingsveld van de EPB-reglementering wanneer een koel- of een warmtebatterij is aangesloten op dit systeem. De wijziging is dat in de toekomst de gecombineerde ventilatiesysteem die zal betrokken worden, moet ofwel zoals nu een verwarmings- of een koelafgift-element hebben die aangesloten is aan de bestaande verwarming- of klimaatregelingssysteem worden, ofwel een ruimtebediende die wordt verwarmd of gekoeld door een systeem dat binnen het toepassingsgebied valt, maar moet ook een warmteafgifte-element, maar die niet aan het systeem gekoppeld is. Donc, la particularité, c'est que la notion, donc les systèmes de ventilation qui sont concernés dans la réglementation chauffage, eh bien, chauffage, climatisation, eh bien, avant, il fallait qu'ils aient un échangeur, donc principalement une batterie chaude ou froide dans un groupe de pulsion qui était connecté au système de chauffage concerné par la réglementation. Eh bien, ceci est étendu également aux systèmes qui ont un échangeur dans le groupe, mais cet échangeur ne doit pas forcément être connecté au système de chauffage ou de climatisation. Par contre, il faut que l'air soit pulsé sur un local qui est chauffé par le système de chauffage et de climatisation. Donc, je pense qu'on va faire des dessins pour simplifier tout ça. Mais donc, à l'heure actuelle, il faut une batterie de chaud ou de froid qui soit connectée au système de chauffage pour qu'on considère que le système de ventilation est combiné avec le système de chauffage. Et bien, à partir du 1er janvier 2022, donc c'est déjà à l'heure actuelle, eh bien, s'il y a une batterie électrique, par exemple, dans un groupe de pulsion et que ce groupe de pulsion pulse sur un local où il y a des radiateurs, eh bien, ça rentrera dans le champ d'application de la réglementation. Donc, toutes les batteries à détente directe aussi. Oui, donc les batteries à détente directe. Donc, il suffit qu'il y ait un élément chauffant ou refroidissant. Alors, il y a quand même des exceptions, c'est qu'on ne considère pas qu'un récupérateur de chaleur soit un émetteur dynamique. Donc, il faut que ce soit un émetteur style, voilà, ça peut être une batterie froide qui n'est pas connectée au groupe, ça peut être une batterie électrique qui est totalement indépendante. Mais donc, il faut qu'il y ait un élément chauffant et il faut que l'air soit pulsé sur un groupe, sur un local, dans un local qui est déjà chauffé par un système qui rentre dans le champ d'application. Je pense qu'on va représenter tout ça avec des dessins. Mais donc, voilà, en gros, c'est que les systèmes qui sont considérés comme concernés par la réglementation, les systèmes de ventilation sont étendus. Il y a encore d'autres changements, notamment c'est de tenir compte des CPE, donc les contrats de performance énergétique. Donc, à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas le diagnostic chauffage PEV n'est pas obligatoire si le système
est inclus dans un plage, donc c'est la réglementation plan local pour les actions pour la gestion énergétique, ou s'il est inclus dans un audit énergétique. Et en fait, ce qui change, c'est que ce diagnostic ne sera pas non plus obligatoire quand il y a un contrat de performance énergétique. Et dans la réglementation, on n'a pas indiqué ce qu'est un contrat de performance énergétique, on a indiqué quels sont les points qu'il faut au minimum dans ce contrat pour bénéficier de cette exemption. Donc, il y a encore des modifications liées à la directive efficacité énergétique. C'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, donc actuellement, il y a un programme minimum d'entretien pour les systèmes de climatisation. Celui-ci, et ce n'est pas encore fait, donc c'est pour ça que c'est marqué to do, il doit être étendu au système de ventilation combiné. Pour le moment, à ce sujet-là, c'est quand même déjà bien intégré, mais on doit encore faire de petites modifications. Et il va surtout être étendu au système de chauffage de type 2. Donc, à quoi sert ce programme minimum d'entretien? Ça sert à donner une base quand on fait des diagnostics pour pouvoir dire qu'il faut un socle minimum pour l'entretien. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça et pas plus. Donc, ceux qui font plus, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'il faut au minimum faire ça. Et donc, c'est une référence pour indiquer quel est le socle minimum d'entretien qu'il faut faire sur le système. Donc, le scope du diagnostic chauffage va également être légèrement étendu. Donc, on aura, actuellement, on demande de contrôler que des exigences qui sont d'application avec un élément déclencheur. Dorénavant, en fait, ce seront toutes les exigences système qui vont être contrôlées lors du diagnostic. On va demander également, on va faire une petite page pour aider les personnes à vérifier qu'ils respectent bien leur permis d'environnement. Donc, et il y aura, et ça ce sera dès que le programme minimum d'entretien aura été étendu, il y aura, comme le diagnostic climatisation le prévoit pour le moment, un contrôle sur base d'échantillons du programme minimum d'entretien. Donc, la mise en œuvre du programme minimum d'entretien sur les systèmes de type 2. Alors, donc, on a terminé avec les modifications qui sont liées aux directives. Maintenant, je vais vous parler des modifications qui sont liées au feedback que nous avons su. Donc, feedback soit par le facilitateur, soit par les différents helpdesk, ou le feedback notamment qu'on a eu lors du traitement des demandes de dérogation. Voilà, puisque le principe, en fait, est que quand on a une demande de dérogation, ou quand on a un positionnement par rapport à l'alimentation, eh bien, évidemment, on essaie d'appliquer le principe d'égalité, c'est-à-dire qu'on voudrait que ça s'applique à tout le monde. Et donc, dès que c'est possible, on l'inclut dans la réglementation. Alors, donc, à l'heure actuelle, donc, il y a donc des dérogations qui sont possibles. Et donc, ces dérogations, il y a une procédure. Et on doit en fait démontrer que dans le cas rencontré, il y a une infaisabilité technique, économique ou fonctionnelle avec toute une procédure qui est détaillée dans l'arrêté. Alors, on a rajouté en fait, suite aux demandes de dérogation, une exception pour le comptage par bâtiment. Donc, le comptage par bâtiment, maintenant, il n'y a plus obligatoirement de compteur par bâtiment pour les bâtiments qui ont été construits avant 2019 et pour lesquels chaque unité PEV contient donc un compteur d'énergie. Donc, il faut vraiment que ce soit un compteur et pas un répartiteur. Et dans ce cadre-là, on a regardé et donc il n'est plus nécessaire de mettre un compteur par bâtiment. Donc, c'est principalement en fait les bâtiments qui sont un seul bloc, pour lesquels il y a partout des compteurs d'énergie. Eh bien, c'est plus nécessaire d'avoir en plus un compteur par bâtiment pour savoir faire la répartition des consommations d'énergie. Il y a eu aussi une autre exception qui a été rajoutée, c'est le calorifugage des gaines d'extraction dans certains bâtiments de bureaux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et alors, il y a surtout une exception qui a été rajoutée
par rapport aux orifices de mesure. Donc, pour ça, il y a des conditions. Les conditions, c'est qu'il faut qu'on parle bien d'un type C concentrique. Alors, pourquoi un type C concentrique? Parce qu'on a estimé, quand ce n'était pas concentrique, qu'il y avait quasiment toujours moyen de placer une ouverture. Il faut que l'appareil soit placé avant 2011 pour les chaudières. Il faut qu'il soit âgé de moins de 20 ans. Et il faut que le rendement annoncé par le fabricant soit supérieur à 90% en PCI. Et il faut qu'il y ait une preuve que donc la pièce n'est pas disponible ou ne peut être placée sur cette installation. Donc, ça fait quand même plusieurs conditions. Donc, l'idée est bien de pousser les gens à placer des orifices de mesure parce que, bon, je pense que la plupart des professionnels sont sur la même longueur d'onde, c'est que c'est quand même un élément important pour savoir le fonctionnement d'une chaudière. Et donc ici, voilà, on a précisé des cas où vraiment on a estimé qu'il y avait une exception et c'est sur base des dérogations qu'on a traitées. Dus er niet dat er vragen zijn in het Nederlands, ik kan dat 2 keer herhalen in het Nederlands. Er is ook de isolatie-eisen zijn ook volledig geformuleerd. Dat werd uitgevoerd op basis van een verzoek van de fabrikanten en ook met hoog op harmonisatie met het Waals gewest. Dus de tabellen zijn herzien op basis van een norm, dus de norm EN 12828. En er zijn dus nu 5 categorieën van isolatiemiddelen op basis van de lambda-waarde in plaats van 2 vroeger. De isolatiedikte voor verwarmingsleidingen zijn gelijkaardig aan de huidige dikte. En de isolatiedikte voor ijswaterleidingen zijn groter dan de huidige diktes. Donc les épaisseurs globalement ont été revues sur base de la norme. Alors globalement, vous pouvez comparer, mais vous verrez que les épaisseurs pour les conduites de chauffage sont très similaires aux épaisseurs actuelles. Par contre, les épaisseurs pour les conduites d'eau glacée sont supérieures et en fait, elles étaient très faibles. Et enfin, nous, on n'a pas trop de problèmes au niveau de l'eau glacée parce qu'en général, la plupart des personnes mettent des épaisseurs supérieures à l'arrêté parce que donc, dans l'arrêté, c'était essentiellement des épaisseurs qui étaient prévues pour le transfert d'énergie thermique, donc pour dire qu'on ne perdait pas trop d'énergie. Et en fait, ces épaisseurs ne sont pas suffisantes si on veut éviter la condensation. Donc, en général, ça ne pose aucun problème. Et donc, voilà, les tableaux ont été modifiés. Surtout, la nouvelle la plus importante, c'est qu'on tient compte des matériaux isolants performants qui ont donc une valeur de lambda faible. Petite question à ce niveau-là, pour les procédés de chauffage et de climatisation par pompe à chaleur. En général, c'est des systèmes en changeover où le même circuit est utilisé pour le chaud et le froid. Sur quelle épaisseur on doit se baser, étant donné que les delta T déjà en chaud et froid ne sont pas les mêmes que ceux usuellement utilisés. Parce qu'on travaille en froid à des températures beaucoup plus élevées et en chaud des températures beaucoup plus basses. Donc, est-ce que, étant donné qu'ils vont intégrer les pompes à chaleur, est-ce que ce point-là va être pris en considération parce que c'est la tendance maintenant? Oui, c'était déjà le cas parce que, bon, comme il y a des pompes à chaleur réversibles qui sont connectées à des circuits changeover, donc il faut prendre l'épaisseur maximale. Il faut regarder dans le chaud et dans le froid et prendre l'épaisseur maximale. Donc, même à delta T inférieur, je dis. C'est-à-dire qu'il faut prendre la température nominale de fonctionnement en chaud et la température nominale de fonctionnement en froid.
et regarder qu'est-ce qui donne la plus grande épaisseur, et c'est ça qu'il faut mettre. Ok. C'était déjà le cas en fait pour les systèmes qui faisaient à la fois chauffage et climatisation. Donc, je dirais à ce niveau-là, il n'y a pas de nouveauté du fait qu'on rajoute des pompes à chaleur non réversibles qui, la plupart du temps, travaillent à des températures plus faibles que des chaudières. Donc c'est plutôt, par exemple, si vous avez un circuit où il y a des chaudières, une pompe à chaleur non réversible, une installation de réfrigération, eh bien, il faudra prendre la température nominale de fonctionnement du système, à la fois en chaud et en froid, pour définir quelle est l'épaisseur de l'isolant. Parce qu'en général, quand on a du changeover, par défaut, les gens isolent avec de l'Armaflex parce que c'est plus adapté pour l'eau glacée, je dirais. Et du coup, on a peut-être plus les mêmes lambdas de l'Armaflex sur autre type de calorifère qu'on utilise pour le chauffage. Mais bon. Oui, il faut que ça puisse fonctionner pour le chaud et le froid. Donc, il faut non seulement, en effet, l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, comme je viens d'expliquer, c'est par rapport à la valeur nominale en chaud et en froid. Et c'est l'épaisseur la plus élevée qu'il faut mettre. Mais il faut aussi, ça c'est écrit dans l'arrêté, que le matériau puisse résister à la fois. Donc, L'humidité et tout ça. voilà, il faut que ça réponde aux conditions. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc Ouais. c'est les valeurs nominales et les conditions les plus strictes qu'il faut. Voilà, par exemple, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut que ce soit protégé dans les zones de passage, etc. Donc, il faut à chaque fois adapter en fonction des conditions. Ici, un autre changement par rapport au retour qu'on a eu à propos de la réglementation. Donc, c'est un changement par rapport au bail. Donc, il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2018, le bail, la réglementation sur les baux a été régionalisée. Dus vanaf 1 januari 2018 werd de reglementering in verband met het uurovereenkomst regio per regio ingevoerd. Et donc, concrètement, en fait, on a souhaité, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui arrivaient, on a souhaité préciser les choses. Et donc, ce qui va arriver enfin, ce qui est d'application à partir du 1er janvier 2022, c'est que le contrôle périodique des chaudières doit être par défaut effectué par le locataire, sauf si le bail précise que c'est le propriétaire qui le fait. Donc, il y a certains propriétaires qui décident d'écrire dans le bail, non, moi je prends un contrat avec une société et j'organise le bail. J'organise le contrôle périodique, pardon. Mais la plupart du temps, c'est à la charge du locataire. Et si ce n'est pas écrit, en fait, par défaut, c'est à la charge du locataire. Mais donc le propriétaire reste responsable, donc il garde l'obligation de répondre aux exigences de la réglementation PEV. Donc ça veut dire que, par exemple, si le rendement n'est pas atteint, s'il y a des problèmes de sécurité, ce n'est pas le locataire qui doit prendre ça en charge. Par contre, c'est lui qui doit organiser le contrôle périodique, sauf si c'est clairement indiqué dans le bail que c'est le propriétaire. En fait, en réalité, ce n'est pas vraiment un gros changement, puisque c'est comme ça que c'est dans l'ordre dans lequel c'est écrit dans l'argumentation sur le bail. Mais vu qu'on avait tellement de questions, on a vraiment souhaité préciser pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Voilà, dans les faits, c'est souvent ce qui se passe, hein, mais il y a parfois encore des discussions à ce niveau-là. Il y a encore eu quelques changements, donc un changement qui est assez, je veux dire, léger, c'est que donc il y a eu des modifications au niveau des normes, mais elles sont encore en révision. Et en attendant, en fait, il y a la possibilité de tenir compte des documents qui s'appellent les DTD. Et concrètement, étant donné que dans la réglementation au chauffage PEB à Bruxelles, on reprend la partie ventilation des normes, donc pas la partie évacuation des gaz de combustion, eh bien, il n'y a pas de changement par rapport à ça, si ce n'est que ce n'est pas le même document qui est référencé. Il y a un changement qui a été écrit, c'est que, donc, vous savez que Bruxelles Environnement envisage de travailler de manière 100% digitale.
eh bien, on a écrit l'argumentation de la manière à ce qu'à partir du 30 juin 2022, ce soit possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler de manière 100% digitale? C'est que les professionnels devront tous se connecter à une coupole qui s'appelle EPBDesk, et donc ils devront simplement activer leur compte. Par contre, après, ils pourront choisir entre utiliser l'outil d'encodage de Bruxelles Environnement ou un autre logiciel qui utilise une interface que Bruxelles Environnement va mettre à disposition. Dus de bedoeling is echt om 100% digitaal te werken. Dus wat betekent digitaal? Dat is, dat is de volgende tools te gebruiken. Dus iedere professioneel moet een account hebben op een koepel die wordt EPBDesk en Plage genoemd. En hij kan ofwel de invulsoftware van Leefmilieu Brussel gebruiken, ofwel een andere software gebruiken om zijn attesten uit te voeren, die de interface van Leefmilieu Brussel gebruikt. Donc cette interface n'est pas encore terminée, il est en cours de développement. Par contre, l'outil d'encodage gratuit, il est déjà mis à disposition et la coupole EPBDesk, elle est utilisée couramment, notamment pour d'autres applications, les certificats PEV, etc. L'idée est vraiment de faciliter la digitalisation de tous ces actes et de limiter les actions au niveau administratif. Pour info, ça c'est vraiment pas très important, on a supprimé quelques dispenses qui n'étaient pas utilisées par les centres, et en fait il y a une note, donc il y a des dispenses en fait pour devenir technicien chaudière, devenir conseiller chauffage, et des dispenses aussi pour les recyclages. Il y a une note qui précise tout ça, et en fait les dispenses qui étaient inutilisées ont été retirées. Et alors on a aussi prévu, puisqu'on risque d'avoir des évolutions du programme minimum d'entretien, il y a aussi la possibilité de prévoir des recyclages, donc des formations de recyclage par rapport à cette… Voilà, donc j'en arrive à… Voilà, je vous ai expliqué tout ce qui a été modifié, et maintenant il y a encore des choses qui sont à faire. Dus wat zijn de volgende stappen? Dus eerst moeten wij een ministerieel besluit opschrijven en laten publiceren. Wat gaat deze ministerieel besluit moeten bevatten? Eerst dus de uitbreiding van het minimaal onderhoudsprogramma naar type 2 verwarmingssystemen en naar gecombineerde ventilatiesystemen. En ook de minimuminhoud van de verslagen over de inbedrijfstelling van warmtepompen, dat moet ook gespecificeerd worden. Donc nous devons encore travailler à finaliser un arrêté ministériel qui va comprendre donc une extension du programme minimum d'entretien et également le contenu minimum des rapports de mise en service des pompes à chaleur. Qu'est-ce qui doit encore être fait? Donc, eh bien, toutes ces modifications, elles doivent encore être entrées dans nos logiciels. Donc, à l'heure actuelle, les modifications qui concernent les exigences, elles sont déjà applicables, mais les modifications qui concernent les actes par rapport aux pompes à chaleur non réversibles, en fait, elles ne seront pas avant 2023, en principe, puisqu'on doit revoir quand même assez fort les logiciels, et que pour l'instant, la priorité est donnée au développement de l'interface, c'est-à-dire de pouvoir permettre à tout le monde d'envoyer les attestations de manière digitale. Comme j'ai expliqué, il y a encore un travail à faire pour préciser les exceptions aux interdictions de placer des chaudières au combustible liquide. Donc ça, c'est une étude qui est en cours pour le moment. Il y a également, pour info, la réglementation prévoit que quand il y a un problème de sécurité
ou nuisance pour l'environnement, eh bien, on doit normalement prévoir d'autres types de sanctions que les sanctions pollueur-payeur. Donc, il faut imaginer si vous avez trop de CO dans un local, eh bien, on ne peut pas dire vous payez X euros et vous êtes tranquille. Donc, ça, c'est encore une procédure pour info qui doit être peaufinée. Et on doit encore décider avec le secteur quelles seront les recommandations, parce qu'ici, ce seront des recommandations au sujet du permis d'environnement dans le cadre du diagnostic chauffage. Voilà, je pense avoir fait le tour et j'attends avec impatience vos questions. Moi, j'ai une petite question concernant le placement de raccordement des chaudières à gaz. On a vu qu'en Flandre, il y a une montée en force de cette interdiction-là, notamment dans le secteur résidentiel. Est-ce qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'Institut bruxellois de la gestion de l'environnement, est-ce qu'une réglementation similaire est en cours de réflexion ou pas du tout? Donc, il y a une étude qu'on est en train de réaliser qu'on a appelée « Évolution des installations techniques des bâtiments à Bruxelles et des vecteurs utilisés par ceux-ci ». Donc, il y aura certainement dans les années qui viennent un développement des pompes à chaleur et des installations hybrides. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont rentrées dans son application et c'est pour ça que cette réglementation va évoluer. Alors, les pompes à chaleur sont à cheval sur deux réglementations. Il y a une réglementation qui est sur les fluides réfrigérants. Donc, c'est en fait le boulot du technicien frigoriste. Et il y aura la réglementation chauffage PEB. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux sur les deux. Mais donc, oui, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a un plan d'évolution des installations HVAC à Bruxelles qui est à l'étude, qui va se mettre en place. Et la réglementation va suivre par rapport à ça avec différentes exigences. Là, on essaye vraiment d'être attentif pour le moment, c'est l'harmonisation, parce que la réglementation en Belgique est quand même très compliquée, et c'est compliqué pour tout le monde, pour vous comme pour nous. Et donc, voilà, on est vraiment très attentif au fait d'essayer d'avoir quelque chose de plus simple. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec des outils informatiques, parce que l'avantage qu'il va y avoir, c'est que dans ces outils informatiques, on peut mettre des guides avec des questions. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas très bien l'exigence, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les 3 régions qui ne sont pas toujours au courant, eh bien, l'idée, c'est vraiment d'avoir un guide et de dire « Ah oui, OK, à Bruxelles, il faut que j'ai 3-4 questions pour savoir si oui ou non je dois dire que l'exigence est respectée ou pas. » Donc, l'avantage des outils informatiques, c'est aussi que ça permet de ne pas toujours devoir retourner dans les bouquins pour dire « Ah oui, c'est écrit comme ça ». On peut faciliter les choses. D'accord. Et c'est pareil également pour le placement de technologies renouvelables. Pour l'instant, ça ne sera pas encore une obligation, j'imagine, enfin, à l'heure actuelle. Ce que je peux vous dire qui est à l'étude pour le moment, c'est que, bon, il y a en fait, mais là, on dépasse évidemment le cadre de ce que je présente là, mais donc, il y a le PNEC, c'est le Plan national énergie-climat, et il y a un autre plan qui découle du PNEC, qui est le plan énergie-climat de la région Bruxelles-Capitale. Et là-dedans, en fait, vous avez le PNEC et le PAS, ils sont disponibles sur Internet, donc n'hésitez pas, c'est PNEC, vous allez voir le plan, et vous allez voir région par région, quelles sont les grandes annonces qui ont été faites. Et donc, à Bruxelles, on sait que voilà, il y a eu cette interdiction de charbon et mazout. En fait, ça vient du PNEC. Il y a également le fait que la région Bruxelles-Capitale va, en tout cas, rechercher à améliorer les installations gaz, la performance des installations gaz. Notamment, on sait qu'il y a plus de 2/3 des chaudières qui ne sont pas à condensation à Bruxelles. Donc, il va y avoir un plan, je veux dire, d'amélioration et de sortie progressive aussi du gaz. Donc, on pense que le gaz, ça va pas être pour tout de suite, mais il faudra aussi. Il y aura aussi donc la possibilité on est en train de regarder comment faciliter l'implémentation des pompes à chaleur. Alors là, il y en a qui disent que c'est renouvelable, d'autres qui ne disent pas. Donc, dans la directive RED, donc c'est la directive sur les énergies renouvelables, les pompes à chaleur il y a une part de renouvelable dans la pompe à chaleur. Et donc, tout ça
je ne peux pas vous donner la réponse maintenant, mais tout ça, il y a vraiment un plan qui se met en place étape par étape. Le renouvelable, ce que vous pouvez regarder, c'est que pour les constructions neuves, il devient quasiment obligatoire pour respecter les exigences. Il y a moyen de respecter sans avoir du renouvelable, hein, mais pour atteindre les niveaux de performance qui sont demandés souvent, donc les constructeurs mettent des énergies renouvelables. À ce stade, voilà, il y a toute une série d'actions qui sont faites là-dedans. Et donc, éventuellement, si vous voulez avoir les grandes lignes, c'est de lire le FNEC, la partie de Bruxelles, c'est le Plan national énergie-climat. Vous allez déjà voir, voilà, il y a notamment des phrases qui sont comme encourager le placement de renouvelables. Il y a des phrases comme, par exemple, c'est d'étudier les nuisances liées au bois et comment est-ce qu'on va y remédier. Donc, voilà, il y a déjà des grands messages qui sont donnés. Maintenant, nous, on est à la phase de, OK, ça c'est le grand message, comment est-ce qu'on concrétise? Et donc, par rapport aux énergies renouvelables, c'est encouragé à Bruxelles, sans doute pas suffisamment. Voilà. Et donc, il n'y a pas de réponse précise à donner à ce stade, parce que c'est vraiment, on travaille dans les coulisses à tout ça. Et donc, il y aura un plan. Les grandes lignes qui sont annoncées dans le FNEC vont faire l'objet d'un plan, point par point, qui va donc être présenté à un moment donné. Et des premières étapes, c'est déjà l'interdiction de placer des appareils de chauffage au charbon et combustible liquide. Voilà, il y en aura d'autres. Comment est-ce qu'on va favoriser les énergies renouvelables? Je n'ai pas encore la réponse. D'accord. Merci. Moi, j'ai une question concernant les outils. Quand est-ce qu'il est prévu d'adapter tous les outils liés aux actes de diagnostic et tout ce qui s'ensuit? Donc, la première chose, c'est que là, on termine la mise à jour des syllabus. Donc, les outils pédagogiques, parce qu'il n'y a pas que les outils informatiques. Donc, les outils pédagogiques, ils seront en ligne dans les jours qui viennent. Donc, ça, c'est déjà en route. Donc, le PowerPoint là, que vous voyez, il en fera partie. Au niveau des outils informatiques, donc la première chose qu'on fait pour le moment, c'est on met le paquet sur l'interface, parce que donc il y a pas mal de sociétés qui nous ont demandé de pouvoir envoyer les rapports par l'interface, donc on met le paquet sur la digitalisation. Et après, en fait, on va s'attaquer à toutes les modifications qui ne concernent pas des actes. Donc, il y a beaucoup de modifications en fait, qui sont des changements de formulation. Et donc, ces modifications-là, je pense par exemple au relevé à distance par des compteurs par unité PEV, etc., ils seront implémentés cette année, il n'y a pas de souci. Là où il va y avoir, à mon avis, un délai plus long, ça va être pour les actes de réception et de diagnostic des systèmes qui comprennent des pompes à chaleur non réversibles, puisque les pompes à chaleur réversibles, il y a déjà voilà. Et ça, logiquement, ce sera l'année prochaine. Ce sera combiné, ça sera un outil combiné aux 3 régions ou on aura toujours… Malheureusement, non. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait actuellement. Donc, on essaie vraiment de travailler un maximum avec nos homologues. Donc, en fait, pour le moment, on invite nos homologues des autres régions à tous les travaux sur l'interface. Donc, en Wallonie et à Bruxelles, et en Flandre, pardon, ils sont intéressés de développer une interface comme la nôtre. Et donc, l'idée, c'est que nous, on compte leur fournir quasiment tout ce qui a été fait comme travail à ce niveau-là pour qu'ils puissent gagner du temps et faire quelque chose qui ressemble. Parce que nous, on pense que ce qui est vraiment important, c'est que les professionnels ne soient pas perdus au niveau de l'environnement. Maintenant, s'il y a une question en plus ou en moins en région flamande ou en région wallonne, ce n'est pas trop grave. Mais donc, l'idée ici, c'est vraiment d'arriver à avoir un travail au niveau de l'interface et qu'il y ait un travail similaire qui soit fait dans les 2 autres régions. Malheureusement, je ne peux pas vous parler pour les autres régions, je peux juste vous dire le boulot qu'on fait pour essayer de travailler dans l'harmonisation. Et malheureusement, c'est une compétence, enfin malheureusement ou heureusement plus pour moi, puisque ça me donne du travail, mais c'est une compétence qui est régionalisée. Donc, avec des raisons, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines raisons, c'est que en Flandre et en Wallonie, il y a beaucoup plus d'industrie. À Bruxelles, c'est essentiellement le bâtiment. Donc, les exigences
pour le bâtiment à Bruxelles ne sont pas les mêmes qu'en Flandre et en Wallonie. Donc ça s'explique. Par contre, il y a d'autres choses qui s'expliquent beaucoup moins. Et là, mea culpa, c'est par exemple les exigences pour les chaudières. Une chaudière qui fonctionne bien en Wallonie et à Bruxelles et en Flandre, ça devrait être exactement la même chose. Et là, on travaille vraiment pour que ce soit le cas. Mais ce qui est difficile, c'est que les timings sont différents. Donc les timings réglementaires sont différents. Et donc, on essaye vraiment de s'inspirer de ce que les uns et les autres font pour aller dans le sens de l'harmonisation. Mais donc, on a bien compris qu'il y avait une difficulté des différences des gens qui travaillent à Bruxelles, Tubize, qui doivent apprendre les trois réglementations. J'ai une autre question, c'est avec la digitalisation, de plus en plus de sociétés vous envoient des rapports. Lorsqu'on réalise des actes de diagnostic, il est mentionné d'envoyer notre rapport à nous avec les preuves de tests de combustion ou des rapports d'entretien. Mais étant donné que maintenant, avec la digitalisation, tout vous est envoyé par le prestataire qui s'occupe, qui est en charge des entretiens, ça ne fait pas un doublon que nous, on envoie encore, parce que souvent, ils nous disent nous, on l'a envoyé par informatique et du coup, ils n'ont plus de… Quoi, je dirais, oui, c'est pas possible qu'ils n'aient plus de traces, mais c'est plus compliqué qu'ils nous les mettent à disposition quand on leur demande. C'est bizarre. Donc, c'est le professionnel agréé qui est responsable d'envoyer à Bruxelles Environnement l'attestation et les rapports. Ouais. Mais ça se fait de manière automatisée. Mais non, ça ne se fait pas de manière automatisée. Donc, comme j'expliquais, c'est qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a un logiciel d'encodage qui est mis gratuitement à disposition et on a encore toute une série d'attestations qui arrivent par mail. Et donc, cet envoi par mail n'est pas du tout automatisé, mais l'idée, c'est qu'à partir de 2023, on travaille de manière 100% digitale. Donc, il faudra toujours une action du professionnel pour envoyer… voilà, sauf que l'outil sera quand même beaucoup plus simple. Donc, il faut toujours envoyer à Bruxelles Environnement ces rapports. Et tous les rapports doivent être envoyés. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que régulièrement, il y a des rapports qui ne sont pas envoyés. On a des clients, des professionnels qui nous disent « Tiens, j'ai vu ça, etc. » Et nous, on n'a pas reçu l'attestation. Donc, ça met quand même… C'est une obligation du professionnel de nous l'envoyer. Donc… Et dans le logiciel dont vous parlez, comment le professionnel vous envoie les mesures testo, par exemple, sur une mesure de testo, est-ce qu'il y a… Parce qu'en fait, au final, c'est ça qui est le plus important, je dirais. Donc, actuellement, c'est encore un point qui est amélioré, mais donc, soit il nous envoie une photo de son ticket de mesure, donc, et il encode lui-même, ou alors il peut importer les mesures. Donc, l'import des mesures ne fonctionne pas encore pour tous les appareils, mais quasiment. Mais donc, l'idée, c'est qu'il puisse directement avec son appareil importer les mesures dans le logiciel. Donc ça, ce sera pareil pour les sociétés qu'on appelle logiciels tiers, parce que ce n'est pas le logiciel de Bruxelles Environnement. Eux aussi, ils peuvent importer les mesures des appareils de mesure. Je vois qu'il y a encore une question dans le chatbox. Donc, l'arrêté sur le charbon et liquide est sorti quand au moniteur? Il a été adopté le 30 septembre et publié, il faudrait que je regarde, mais c'est début octobre. Mais de toute façon, je vous enverrai tous les liens dans les différents arrêtés. Je pense qu'à la fin de la conférence, vous aurez tous les liens. Donc, c'est l'arrêté chauffage PEV du 30 septembre 2021. Il a été publié début octobre, je ne sais plus exactement quand. En tout cas, si vous cherchez, donc il y a un site qui permet de… Il y a le site du moniteur, donc c'est ejustice.fgov.be. Et là, vous tapez chauffage PEV, le dernier, c'est le 30 septembre 2021. Mais bon, en fait, en général, on ne l'envoie pas tel quel parce que c'est un arrêté modificatif. Alors, pour ceux qui connaissent les arrêtés modificatifs, c'est assez imbuvable. Il est marqué la phrase un tel est remplacée par etc. Le mot ici, etc. Donc, voilà, je ne sais pas si vous ne préférez pas mon PowerPoint. Pour tous ceux qui ont déjà vu un arrêté modificatif. Oui, voilà. Non. Ok, voilà. Bon, voilà, si
il y a... J'ai vu qu'il y avait encore une question par rapport... Oui, de monsieur JVL qui dit: Kan een verhuurder nog een ÖPB-eenheid verhuren zonder meters, dus met verbruikkosten inbegrepen in de lease? Ja, dus we komen niet... we gaan dus geen interventie maken in het uurovereenkomst, dus hij mag het wel. Maar in principe, dus als het een officiële EPB-eenheid of een officieel appartement, dan is al in de wetgeving voor uurovereenkomst dat hij moet dus een kostenverdeling maken. Dus in principe moet er kostenverdeler staan of een meter geplaatst worden. Maar dat komt niet in de EPB-reglementering voor verwarming. Dat is echt in de reglementering in verband met wonen. Dus hij mag het niet, maar er is geen reden van niet-conformiteit in de kader van de EPB-reglementering voor verwarming. Donc il y a beaucoup de logements qui sont illégaux à l'heure actuelle, où il n'y a pas eu de séparation officielle au niveau urbanisme. Si c'est de ça qu'on parle, voilà, ce n'est pas la réglementation chauffage qui vérifie ça, évidemment. Et donc, en effet, donc un propriétaire, maintenant, quand il loue un bien, il doit indiquer dans son bail quels sont les éléments de comptage qu'il propose à son locataire. Mais ça, c'est ce qui est marqué, il faut qu'il se soit indiqué dans le bail. Mais en fait, la réglementation chauffage n'intervient pas là-dedans. Ici, vraiment, là où on a intervenu, c'est de dire qui est responsable de faire réaliser le contrôle périodique. On ne va pas dire ce qu'il faut mettre dans le bail. C'est une autre réglementation. On ne peut pas tout gérer, ça devient un peu difficile. On parle d'environnement ici. Voilà, on est dans l'environnement, le bail, voilà. Ça, c'est une autre discipline. Ouais. Non. Ok, ça va. Bon, s'il n'y a plus de questions, als er geen vragen meer zijn, dan rest mij alleen maar om... Il y avait une question ici, un cycle de dérivrage est considéré comme réversible? Non, ce n'est pas considéré comme réversible. Donc, c'est vraiment quand il y a la machine est conçue pour faire un transfert de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Juste le cycle de dégivrage ne suffit pas à dire que c'est réversible. Je regarde s'il n'y a pas encore d'autres questions. En misschien iets meer ook de slides uitleggen in het Nederlands. Ah oui, ça c'est un peu tard. C'est fait. J'ai juste une dernière petite question qu'on avait vue sur l'efficacité énergétique. Pour 2027, on avait vu que tous les répartisseurs de frais de chauffage devaient être lus à distance. C'est quoi encore un répartisseur de frais de chauffage? C'est un calorimètre, c'est les appareils qu'on met sur les radiateurs. En fait, l'Europe appelle ça un répartiteur de frais. Donc oui, ce n'est pas le mot courant. Mais le problème, c'est que quand on dit calorimètre, on peut aussi confondre avec les compteurs calorimétriques qu'on appelle aussi calorimètres. Et donc, le répartiteur de frais de chauffage, c'est les appareils soit à évaporation qu'on met sur les radiateurs ou les appareils digitaux, parce que maintenant, c'est de plus en plus digital qu'on met sur les radiateurs. Et donc, ceux-là, pour 2027, ils doivent pouvoir être relevés à distance. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire, hein, ça veut dire qu'on est obligé d'acheter ces modèles-là. Ah oui, d'accord. Et ça doit être normalement fait pour chaque radiateur, c'est ça? Oui, donc si le comptage, enfin si la répartition de frais se fait par ce moyen-là, ben, c'est surtout les radiateurs qu'il faut le mettre. Voilà. Ok. Oui. Une petite question sur la norme NBN 61, la DTT. Est-ce qu'on a figé le calcul des ventilations hautes ou basses, ou parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui avait changé, mais je ne sais plus quoi exactement. En fait, par rapport à la ventilation, il n'y a pas de changement par rapport à la norme précédente. Uniquement par rapport à la ventilation, il y a quelques petites modifications. Maintenant, ce qui se passe, et là, je ne fais pas partie du comité normatif, mon collègue Nicolas y va, ce qui se passe, c'est que cette norme est encore en révision. Mais bon, je ne vais pas parler de quelque chose qui est encore en révision, puisque voilà, il n'y a rien de terminé à ce niveau-là.
Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la partie ventilation des DTD est la même que la partie ventilation des normes précédentes. Donc, c'est la 61001 de 1986, si je ne me trompe pas, et la 61002 de 2006. Oui, c'est bien ça. Bien, j'avais bien retenu ma leçon. Ouais. Donc, ils ne sont pas différents des calculs qui sont repris dans tout ce qui est document PEB. Il y a une différence, non, entre les normes de 86 et… Dans la PEB, dans la PEB, nous, en fait, je ne sais pas de quel PEB vous parlez, parce que donc, il y a un PEB travaux qui explique, enfin, qui donne les débits de ventilation qu'il faut, mais là, c'est pour l'air ambiant. Ici, on parle de la ventilation des chaufferies. Et donc, la seule réglementation PEB qui parle de la ventilation des chaufferies, c'est la réglementation chauffage. Et elle fait référence à ces deux normes. Donc, il n'y a pas d'autres… il n'y a pas quelque chose de caché là. Ok. Ok. Voilà, donc, monsieur Danlois, merci beaucoup de nous informer. Donc, hartelijk dank om ons op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken, dus van de wijzigingen in Brussels gewesten. Je vous remercie tous pour votre participation. Donc, allemaal hartelijk dank voor jullie deelname. Ik wil jullie ook nog eraan herinneren dat we volgende week donderdag zeg maar, een heel interessante webinar hebben in een reeks van 3 over corona in onze sector. Dus aarzel niet om u ervoor in te schrijven. Dat is als u last van corona hebt, si vous souffrez de corona, c'est le moment donc d'apprendre quelque chose. Et alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, continuation de la soirée. Et je vous revois donc une prochaine fois. Merci beaucoup. Bedankt. Merci. Okay. Merci. Merci à tous. Et au revoir.